13 avril 2019, tôt le matin. Le ciel est couvert, de rares nuages filent au-dessus de la banlieue de Tulsa. La zone est rurale, calme. Les terrains sont espacés, séparés par des champs envahis de mauvaises herbes et de vieilles machines. À 7h42, un appel est reçu par le 911. L'homme en ligne est un fermier local, d'âge moyen. Sa voix est calme, mais avec une tension notable. Il dit que depuis plusieurs jours, il sent une odeur étrange provenant du terrain voisin. Il a d'abord pensé à un oiseau mort ou à un raton laveur égaré, mais l'odeur ne disparaît pas, elle devient plus forte. L'homme précise que le terrain est abandonné depuis longtemps. Il y avait autrefois un entrepôt d'engrais, puis le local a été racheté, mais rien n'a été fait. Maintenant, dit-il, il en émane quelque chose de malsain. 20 minutes plus tard, une patrouille arrivait sur place. La voiture s'arrête sur le chemin de terre à côté d'un portail de travers. Derrière elle se trouve une construction en béton, basse, carrée, sans fenêtre. De l'extérieur, on dirait que le bâtiment va s'effondrer d'un moment à l'autre. Mais une nouvelle serrure à cadenas est accrochée à la porte. Cela soulève immédiatement des questions. Les enquêteurs font le tour. Traces de pneus frais, herbes piétinées, empreintes de chaussures sur le sol. Aucun voisin n'a rien remarqué, mais il est évident que quelqu'un est venu ici récemment. Les policiers décident de ne pas attendre les experts. L'un d'eux force la serrure avec un pied de biche. Le métal grince, mais cède. Dès que la porte s'entrouvre, une vague d'air dense s'échappe de l'intérieur. Une odeur âcre, douceâtre et métallique emplit l'espace. Il fait sombre à l'intérieur, même en plein jour. La lumière pénètre à peine par les fentes étroites dans les murs. Quand ils allument leur lampe de poche, il devient clair que le local a été utilisé récemment. Un seau en plastique se tient dans un coin, à côté d'un vieux matelas, et au milieu de la pièce, il y a un homme. Il est allongé sur le côté, comme s'il avait glissé et était resté dans cette position. Le visage est pâle, les yeux mi-clos, la respiration à peine perceptible. Les policiers pensent d'abord qu'ils sont arrivés trop tard, mais en s'approchant, ils aperçoivent un faible mouvement de sa cage thoracique. Il est vivant. Ses vêtements sentent le renfermer et quelque chose de chimique. Ses mains portent des traces de vieilles éraflures. Sa peau est presque transparente. Un des officiers appelle les secours. Le second filme la scène avec la caméra de son enregistreur corporel. Dans le rapport, il sera noté « Un homme découvert, âge estimé entre 35 et 40 ans. Signe d'épuisement extrême. Sovest Atsutstvut. » Les ambulanciers arrivent 15 minutes plus tard. Ils évaluent l'état sur place. PID, environ 38 kg. Tension artérielle extrêmement basse. Pouls instable. Peau très sèche. Signe de déshydratation. Ses pupilles réagissent lentement. L'homme est incapable de parler. Il bouge seulement légèrement les lèvres, mais n'émet aucun son. Il le place sur une civière, lui pose une perfusion et lui donne de l'oxygène. Les médecins sont brefs. Il y a peu de chance, mais il est vivant, et c'est déjà surprenant. Il est transporté à l'hôpital de la ville. Sur sa fiche, on écrit « Homme inconnu », car il n'a ni document, ni téléphone, ni objet qui pourrait indiquer son identité. À l'hôpital, il est temporairement enregistré sous la désignation standard de John Doe. Les médecins le placent en soins intensifs et le connectent à l'équipement. Les premières 24 heures se passent sans changement. Son état est stable, mais critique, avec presque aucune réaction. Pendant ce temps, la police boucle le terrain. Une inspection du local est effectuée. La serrure est neuve, achetée récemment. Des traces de gants sont visibles sur la poignée de porte. Sur le sol, des restes de béton à côté, un bidon en plastique vide contenant des traces de carburant diesel. Dans un coin, ils trouvent une veste déchirée et une paire de bottes. Sur le mur,
un vieux calendrier de 2016. Tout cela indique que quelqu'un y avait installé un abri temporaire et y avait laissé l'homme intentionnellement. Les enquêteurs commencent par le plus simple. Ils vérifient les disparitions des dernières années, analysent les adresses les plus proches, interrogent les voisins. Personne ne sait qui aurait pu utiliser la vieille remise. Le terrain voisin est vacant. Le propriétaire vit dans un autre état et ne peut pas venir pour le moment. Il reste trop d'inconnus. Le soir même, la première note officielle apparaît dans le rapport de police. Découverte d'un homme inconnu dans un état critique, probablement détenu contre son gré, identification de la personne et vérification du lieu de découverte requise. Ainsi commence l'histoire, qui à ce moment-là ressemblait à un cas étrange, isolé. Mais quelques jours plus tard, l'enquête comprendra que l'homme retrouvé n'est pas une victime aléatoire, mais la clé d'une chaîne d'événements s'étalant sur près de 3 ans. À l'hôpital, l'homme ne reprend conscience qu'après 2 jours. Il ne prononce pas ses premiers mots. Les médecins notent des tentatives de bouger les lèvres, mais aucun son. Son état reste grave, mais stable. Les enquêteurs ne peuvent pas attendre qu'il parle. L'affaire est déjà prioritaire. La seule piste à ce moment-là est ses empreintes digitales, prises directement dans la chambre, lorsque les médecins ont autorisé l'accès. La procédure est de routine, standard, mais pour cette affaire, elle devient essentielle. Les données dactyloscopiques sont envoyées à la base nationale. Les employés du service attendent dans l'attention. Selon le règlement, la réponse arrive en moins d'1 heure, mais cette heure s'étire à l'infini. Dans de tels cas, le temps est ressenti différemment. Tout autour semble s'arrêter et chaque bruit d'ordinateur paraît plus fort que d'habitude. Après 47 minutes, le système donne un résultat. Une correspondance est trouvée. L'homme retrouvé dans la remise en béton a un nom. Une nouvelle ligne apparaît dans le rapport. Simon Gray, né en 1977, citoyen américain, lieu de résidence, Tulsa, Oklahoma. Ces données figurent dans les services fiscaux et sociaux, mais rien dans les bases de données de la police. Pas de condamnation, pas de plainte. Un homme ordinaire, sans problème avec la loi. Sur la photo de son permis de conduire, un homme aux cheveux courts et au regard fatigué, un employé de bureau typique. Les enquêteurs commencent à vérifier sa biographie. Simon travaillait comme comptable dans une petite entreprise privée, s'occupant de rapports et de synthèses financières. Ses collègues se souviennent de lui comme d'une personne réservée, calme, presque invisible. Il n'était en conflit avec personne et n'avait de relation étroite avec personne. Il vivait seul, louait un appartement dans le quartier de South Tulsa, sans famille, sans amis. Sur ses comptes bancaires, des sommes stables mais modestes. Les dépenses, loyer, courses, sbore, internet. Tout est on ne peut plus banal, sans aucune trace de double vie. À la police, cela suscite l'incompréhension. Habituellement, les victimes d'enlèvement sont liées à des conflits, des dettes ou du crime organisé. Ici, rien. La biographie de Simon est lisse, sans virage brusque. Il n'était ni entrepreneur, ni activiste, ni témoin dans une quelconque affaire. Juste un comptable qui allait travailler tous les jours et rentrait chez lui. Ensuite, les enquêteurs analysent les périodes d'activité. Dernier paiement bancaire, mars 2016. Dernière connexion au système d'entreprise, 18 avril de la même année. Après cette date, le silence. Les collègues se souviennent que ce jour-là, il n'est tout simplement pas venu travailler. Son téléphone ne répondait pas. Son courrier électronique restait sans réponse. Personne n'a signalé sa disparition. Son absence a été attribuée à une démission volontaire. Lorsque, lors des interrogatoires, les policiers demandent à ses voisins, ceux-ci disent que Simon était silencieux, sortait rarement de son appartement. Quelques personnes se souviennent qu'au printemps 2016, sa porte est restée fermée, puis des gens sont venus.
ont emporté une partie des meubles. Mais personne n'a demandé qui ils étaient, ni sur quelle base. À l'époque, cela n'a alarmé personne. Maintenant que son identité est établie, il est évident. Simon Gray a disparu au moment où sa vie suivait son cours normal, entre les tableaux comptables et les nouvelles du soir à la télévision. Personne n'a remarqué qu'il avait disparu. Personne ne l'a cherché. Son temps monde normal s'est terminé brusquement, sans raison apparente et sans témoin. Ainsi, l'enquête est confrontée pour la première fois à un véritable paradoxe. Un homme que personne ne cherchait revient soudain de nulle part. Et maintenant, les détectives doivent en comprendre comment il s'est retrouvé dans la cellule de béton et qu'il y a enfermé 3 ans plus tôt. Lorsque les enquêteurs ont finalement établi l'identité de l'homme retrouvé, la première chose qu'ils ont faite a été de revenir dans le passé, là où sa vie s'était interrompue. Toute enquête commence par une question simple. Où exactement la piste est-elle perdue ? Dans le cas de Simon Gray, la réponse a été trouvée dans une opération bancaire banale et insignifiante. Sur l'écran de l'ordinateur, un relevé de carte, 17 avril 2016, 19h42, magasin Food Mart, South Tulsa. Montant 21 $, 49 cents. La liste des achats est simple et douloureusement ordinaire. Pain, café, légumes surgelés, une boîte de soupe au poulet et des piles pour la télécommande. Une soirée ordinaire, des achats ordinaires, un homme ordinaire. Et c'est cette banalité qui rend tout encore plus effrayant. Après cette opération, le silence. Les enquêteurs parcourent chaque ligne, chaque jour après le 17 avril. Rien. Aucune transaction, aucune connexion à la banque en ligne, aucune mise à jour des déclarations fiscales, aucun mouvement sur le compte. Tout s'arrête en un instant, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause, les dernières traces numériques, une notification de la banque et un courriel d'un site de livraison. À partir de ce moment, Simon disparaît simplement des radars. Ensuite, les policiers se rendent à son adresse, une petite maison en périphérie, typique du quartier résidentiel de Tulsa. L'herbe devant le perron est brûlée par le soleil depuis longtemps, la boîte aux lettres est écaillée. Il fait calme dans la maison. La serrure est intacte. La porte est verrouillée de l'intérieur. Il faut appeler un serrurier. Lorsque la porte s'ouvre, la première impression est que le temps s'est arrêté. L'intérieur sent la poussière, le papier et quelque chose de vieux, de stagné. Sur la table de la cuisine, une tasse avec des restes de café séché. Sur le rebord de la fenêtre, un journal de mars 2016. Dans le salon, une télévision recouverte d'une couche de poussière. À côté, un canapé soigneusement recouvert d'un plaid. Sur le mur, un calendrier. Le dernier jour marqué est toujours le même, 17 avril. Dans le réfrigérateur, quelques récipients de nourriture avariée, du fromage moisi et une bouteille d'eau. Dans l'évier, 2 assiettes non lavées. Tout semble indiquer que la personne est juste sortie et a promis de revenir. La voiture est dans le garage, le réservoir à moitié plein, les clés accrochées au crochet près de la porte. Sur le cintre, la veste qu'il portait habituellement pour aller travailler. Même ses chaussures sont rangées parallèlement, soigneusement alignées. Rien n'indique un départ précipité ou une préparation de voyage. Il n'y a aucune trace de lutte. Pas de meubles renversés, pas de vitres brisées, pas de traces de boue à l'entrée. Dans la chambre, le lit est fait, la table de chevet est nette, les documents sont rangés dans un tiroir, l'ordinateur portable ne présente aucune trace d'utilisation récente. L'historique du navigateur s'arrête 2 jours avant la disparition. Sur le téléphone, les derniers appels à des collègues et un message à un service de livraison. C'est tout. Les enquêteurs examinent minutieusement toute la maison, sous les planchers, derrière les murs, dans le grenier. Aucune empreinte, à part les siennes. Même pas d'empreinte de chaussures. Juste de la poussière, qui montre que personne n'est entré depuis de nombreuses années.
La seule trace du temps est une fine couche de toile d'araignée qui recouvre les coins. On a l'impression que la maison a simplement été effacée de la vie. Les voisins se souviennent de peu de choses. L'un dit que Simon était silencieux, poli, mais qu'il restait toujours à l'écart. Un autre se rappelle qu'au printemps de cette année-là, on ne l'a plus vu. La lumière ne s'allumait plus aux fenêtres, la voiture n'était pas touchée, et puis, un mois plus tard, 2 inconnus sont venus en camionnette, ont emporté de vieux meubles. Personne n'a osé demander à l'époque. Peut-être avait-il vendu la maison ou déménagé, et on a oublié. La police établit une chronologie. Simon quitte le Food Mart à 19h43. La caméra à l'entrée enregistre sa silhouette, un sac en plastique à la main, démarche calme, posture droite. Après cela, il aurait dû parcourir un peu plus de 3 km jusqu'à sa maison. C'est un quartier sans caméra, vieille rue, rare lampadaire, trottoir cassé. Ni enregistrement vidéo, ni témoin. À un moment donné, il disparaît simplement entre le magasin et sa cour. Les enquêteurs vérifient tous les itinéraires, la bande boisée, le parking, le terrain vague derrière les maisons d'habitation. Ils font le tour des maisons voisines, des garages, même des bouches d'égout. Le résultat est le même. Rien. Ni sac, ni documents, ni téléphone n'ont été retrouvés. Aucune preuve indiquant où et comment il aurait pu disparaître. Après quelques jours de recherche, il ne reste qu'une seule piste. La fameuse remise en béton, où il a été retrouvé 3 ans plus tard. C'est là que tout concorde. Sa présence, les traces de détention, et surtout la serrure, achetée récemment. Cette remise devient le centre de toute l'enquête. Le lieu où la ligne de 2016 se connecte enfin à celle de 2019. Maintenant, les enquêteurs ne savent qu'une chose. Simon n'est pas parti de lui-même. Il n'a pas disparu de son plein gré. Quelqu'un l'a enlevé, caché et détenu tout ce temps. Et pour comprendre qui a fait cela, ils doivent découvrir à qui appartient le terrain sur lequel se dressait ce bloc de béton. À partir de ce moment, l'enquête passe à l'étape suivante. La recherche du propriétaire du terrain où Simon Gray a été trouvé. L'enquête sort de l'impasse, au moment où l'enquêteur de la section des crimes graves soumet une demande officielle au cadastre du comté de Tulsa. Il faut comprendre à qui appartient le terrain sur lequel Simon a été trouvé. Étant donné que l'endroit était abandonné depuis longtemps, avec une remise en béton et une cour envahie par la végétation, on supposait que le propriétaire pouvait être décédé ou avoir déménagé depuis longtemps. Mais la base de données s'est avérée bien plus intéressante. La demande est envoyée le matin. Quelques heures plus tard, le système affiche un résultat. Le propriétaire enregistré est Lawrence Merrill, 54 ans, résident de la même région. Le terrain lui a été attribué en 2014 par l'intermédiaire d'un agent. Les paiements fonciers étaient irréguliers, mais une activité fiscale était néanmoins enregistrée. Cela signifie que le propriétaire est vivant, ne se cache pas et, selon les documents, a toujours un droit de propriété légale. Pour la première fois de toute l'enquête, la police a un nom précis. La vérification commence immédiatement. La biographie de Merrill semble irréprochable. Aucun antécédent judiciaire, il travaille comme entrepreneur privé dans le domaine de l'électricité et de l'installation d'équipements. Marié, 2 enfants adultes, revenus stables, sa propre maison à l'autre bout de la ville. À première vue, un homme absolument ordinaire, sans lien avec le milieu criminel. Il n'a pas de dette, pas de plainte de clients, pas d'incidents enregistrés. Mais l'étrangeté réside précisément dans ceci. Pourquoi possède-t-il un terrain au milieu d'un terrain vague, à 20 km de sa maison principale? Et pourquoi est-il resté vide pendant plusieurs années? Les enquêteurs remontent les anciens rapports d'achat. La transaction a été effectuée par l'intermédiaire d'une tierce personne, un agent immobilier dont le nom apparaît dans les documents. Cette femme est retrouvée rapidement. Elle se souvient que Merrill s'était intéressé spécifiquement à ce terrain en raison de la structure en béton qui s'y trouvait.
Il aurait voulu l'utiliser comme entrepôt pour des outils et du vieil équipement. Mais après l'achat, selon elle, il n'y est jamais retourné. Les documents le confirment. Depuis 2015, le terrain n'est pas raccordé à l'électricité, l'eau est coupée et l'arriéré fiscal augmente. Cela semble illogique. Si Merrill n'a rien fait de ce terrain, qui a alors utilisé la remise? Et surtout, qui a mis la nouvelle serrure que la police a dû forcer? Un jour après avoir reçu les données, les détectives se rendent chez lui. Ils ont un mandat de perquisition mais décident d'abord de parler. La maison de Merrill est située dans une banlieue bien entretenue, dans une rue tranquille. Une maison américaine ordinaire avec une pelouse, des vélos d'enfants près du perron et un drapeau à la porte. L'hôte lui-même accueille les policiers calmement. Il dit qu'il connaît le terrain, mais qu'il n'y est pas allé depuis longtemps. Lorsque l'enquêteur mentionne la remise en béton, une légère confusion apparaît sur le visage de l'homme. Il affirme n'avoir jamais construit quelque chose de tel là-bas et ne se souvient même pas qu'il y ait eu quelque chose de valeur à l'intérieur. À la question de savoir pourquoi la serrure est neuve, il répond que peut-être un local l'a mise pour empêcher les adolescents de s'y introduire. Mais il y a des détails qui ne correspondent pas. Le jour de la découverte de l'homme, la serrure était effectivement neuve, brillante comme si elle venait d'être achetée. Les enquêteurs trouvent l'emballage de la serrure dans la remise et dessus, des empreintes. Et parmi elles, une correspondance partielle avec les empreintes de Lawrence Merrill lui-même, prises lors de l'interrogatoire. Il tente de l'expliquer simplement. Il dit qu'il a pu toucher l'emballage en nettoyant les débris laissés par les anciens propriétaires. Mais le rapport indique qu'il n'y a jamais eu d'anciens propriétaires. La remise a été construite après son achat du terrain. Au cours de la conversation, Merrill change de version à plusieurs reprises. Il dit d'abord qu'il a acheté le terrain pour le travail. Ensuite, qu'il voulait en faire un lieu de stockage pour l'équipement. Puis, qu'il voulait simplement le revendre avec profit, mais n'a pas eu le temps. Ses réponses sont confuses, et cela est immédiatement noté dans le procès-verbal. Après l'entretien, il est emmené au poste pour un interrogatoire officiel. On lui montre des photographies de la remise et des clichés de l'intérieur. Merrill se tait, puis demande de l'eau. Le temps passe, et son comportement devient de moins en moins assuré. Finalement, il prononce une phrase que l'enquête citera plus tard dans les rapports. Je ne sais pas qui était là, mais je savais que quelqu'un utilisait cet endroit. Ce détail en fait le premier suspect officiel dans l'affaire. L'enquête prend maintenant une nouvelle direction. Si Merrill savait que quelqu'un utilisait son terrain, mais ne l'a pas signalé, cela signifie qu'il est soit impliqué, soit qu'il couvrait quelqu'un. L'enquête passe à une nouvelle phase. Déterminer qui d'autre avait accès à la remise et quand exactement elle a commencé à être utilisée. Lors de l'interrogatoire, Lawrence Merrill reste calme. Son comportement est presque exemplaire. Pas de mouvements brusques, pas de gestes nerveux. Il parle avec assurance, regardant directement l'enquêteur. Il répète qu'il n'a aucune idée de qui aurait pu utiliser son terrain. Selon lui, le terrain a été acheté il y a 10 ans, comme investissement. Et depuis, il n'y a même pas jeté un œil. Dans le procès-verbal, ces mots sonnent littéralement. « J'ai acheté le terrain par l'intermédiaire d'un agent que je connaissais. Je pensais le revendre. Ensuite, les prix ont chuté et j'ai perdu tout intérêt. Je n'y suis pas allé depuis de nombreuses années. » À la question sur la remise en béton, il répond que elle était déjà là, lorsque le terrain a été acquis. L'enquêteur note chaque détail. Merrill souligne qu'il n'a aucun lien avec l'homme retrouvé, qu'il ne sait rien de son identité ni de sa disparition. Son ton est uniforme, mais une tension est perceptible derrière son calme. À chaque question de précision, il commence à parler un peu plus vite, comme s'il s'efforçait de combler les pauses. Sa femme, interrogée plus tard, confirme « Son mari n'est effectivement pas allé sur le terrain depuis de nombreuses années. À première vue, il n'a effectivement aucune raison d'être impliqué.
Mais dans une affaire avec autant d'étrangeté, une histoire trop parfaite est suspecte. Les enquêteurs commencent à vérifier ces dires. Premièrement, l'alibi. Les données de l'opérateur de téléphonie mobile sont demandées. Où se trouvait son téléphone aux dates présumées? Des demandes sont envoyées concernant les transactions bancaires. Où a-t-il payé par carte? Quels itinéraires ont été enregistrés par la navigation GPS? Chaque détail peut devenir une piste. Mais, comme c'est souvent le cas, le résultat ne donne pas de réponse univoque. Au moment de la disparition de Simon, printemps 2016, Merrill était effectivement actif en ville. Son téléphone était localisé dans d'autres quartiers. Les transactions passaient là par des magasins locaux. Les factures étaient payées régulièrement. Tout indique qu'au moment de la disparition, il menait une vie normale, ne disparaissait pas, ne se cachait pas. Il n'y a pas de réfutation directe de ces paroles. Cette incertitude mène l'enquête dans une impasse. Formellement, la police n'a pas de preuve que Merrill ait visité son terrain après l'achat. Mais en même temps, la serrure de la porte de la remise est neuve et il y a ses empreintes dessus. C'est une contradiction directe avec ses déclarations. Lui-même l'explique simplement. J'ai probablement changé la serrure il y a de nombreuses années, lorsque le terrain était encore en ordre. Mais la date de fabrication de la serrure, établie par le numéro de série, montre qu'elle a été produite seulement quelques mois avant la découverte de l'homme. Les enquêteurs décident quand de reporter la pression et de s'occuper du contexte. Il faut comprendre s'il existe un lien, même minime, entre le propriétaire du terrain et Simon Gray. Pour cela, un groupe d'analyse est sollicité. Des spécialistes des traces numériques se joignent à l'affaire. Ils vérifient tout. Réseaux sociaux, adresses électroniques, numéros de téléphone, anciennes bases de données de clients, déclarations fiscales, même des mentions communes dans des sources ouvertes. Le résultat est le même dans toutes les directions. Il n'y a pas de recoupement. Ils ont des cercles sociaux différents, des professions différentes, des quartiers différents. Aucun ami commun, ni professionnel, ni personnel, comme deux personnes issues de mondes parallèles. La seule chose qui les relie est la remise en béton. L'enquête est obligée de reconnaître que les preuves directes contre Merrill sont insuffisantes. Sa ligne de défense est logique, et bien qu'il y ait des incohérences, ce n'est pas assez pour une arrestation. L'accent est alors déplacé. S'ils ne se connaissent pas personnellement, peut-être sont-ils liés par quelque chose de matériel. Argent, biens immobiliers, dettes, un intermédiaire commun. Il faut maintenant chercher non pas une connexion humaine, mais financière. Celle qui pourrait expliquer pourquoi les destins de ces deux personnes se sont croisés précisément sur ce terrain. Ainsi commence la prochaine étape de l'enquête où les chiffres et les documents deviendront plus importants que les mots. Lorsque les preuves directes ont cessé de fonctionner, les enquêteurs ont décidé de suivre une autre piste, la piste financière. L'argent parle souvent plus fort que les gens. Selon les rapports officiels, les comptes bancaires de Simon Gray sont restés ouverts depuis sa disparition. Mais si une personne ne les a pas utilisés pendant 3 ans, la banque aurait dû geler l'activité. Cependant, cela ne s'est pas produit. Cela a semblé étrange et l'équipe a demandé un relevé complet de tous ses comptes. Les données sont arrivées quelques jours plus tard. Dans le tableau des mouvements de fonds, quelque chose d'illogique a immédiatement sauté aux yeux. Après la date de la disparition, il n'y avait pas de grosses transactions sur les comptes de Simon, ni achats, ni virements, ni paiements en ligne. Mais toutes les 2 ou 3 semaines, quelqu'un retirait de petites sommes de sa carte de débit. 100, 120, parfois $200. Des opérations minimes, presque imperceptibles, mais régulières. Tout laissait penser que quelqu'un s'efforçait consciemment de ne pas attirer l'attention. La somme totale sur 3 ans s'élevait à un peu plus de $10 000. Pas une somme énorme, mais ce n'est pas la taille qui compte. C'est le fait. Quelqu'un a eu accès à sa carte tout ce temps. Les enquêteurs étudièrent les dates. Les retraits ont lieu à différents moments de la journée. Parfois le matin,
parfois près de minuit. Aucune régularité, sauf une. Toutes les opérations se déroulent au même endroit. Les analystes vérifient les coordonnées attachées au distributeur automatique. C'est une succursale d'une petite banque régionale située dans une station-service dans la partie sud de la ville. Un endroit discret, au carrefour de 2 autoroutes, où les caméras s'attardent rarement. Lorsque les enquêteurs superposent la carte, cela devient évident. Ce distributeur se trouve à seulement 2 milles de la maison de Lawrence Merrill, le même homme qui affirme n'avoir jamais connu Simon. La coïncidence semble trop précise. Surtout si l'on considère que Tulsa est une ville avec des centaines de distributeurs. La vérification continue. Le jour de chaque retrait, Merrill se trouvait dans les limites de la ville, ce que confirment les données de ses connexions téléphoniques. Dans certains cas, le signal du téléphone est localisé à seulement 1 kilomètre du distributeur en question. Ce n'est pas suffisant pour une accusation, mais c'est déjà assez pour le convoquer à nouveau pour un interrogatoire. Il explique simplement « Je m'arrête souvent à cette station-service en rentrant chez moi. Vous confondez probablement les dates. Ces paroles sonnent avec assurance, mais une vérification répétée révèle que les mêmes jours, il a effectivement effectué des achats à la caisse de cette même station-service. Café, cigarettes, essence. Il se trouvait donc physiquement à proximité. Les enquêteurs décident de passer à l'étape suivante. Demander les archives vidéo des caméras de surveillance. Le service de sécurité de la banque fournit des enregistrements à partir du milieu de 2016. Au total, plus de 300 fichiers, la plupart de mauvaise qualité, avec des images floues et des visages indistincts. La caméra est installée en biais, l'éclairage est nocturne, les images sont granuleuses, avec des bandes de parasites. Mais les preuves peuvent se cacher même dans de tels détails. Le groupe d'analyse vidéo se lance dans le décryptage. Image par image, mois après mois, il cherche la personne qui retirait de l'argent avec la carte de Simon. Sur plusieurs enregistrements, on voit une silhouette de taille moyenne, vêtue d'une veste à capuche, le visage presque caché. La posture est prudente, les mouvements précis et rapides. Il est impossible de distinguer quoi que ce soit. Mais d'après la carrure et la démarche, on peut déterminer des paramètres approximatifs. Et bien qu'il ne puisse pas affirmer tout de suite qui c'est, l'enquête obtient le plus important, une direction visuelle. Maintenant, ils n'ont plus seulement des chiffres et des rapports. Ils ont des images capturées de la personne qui utilisait la carte bancaire de Simon après sa disparition. L'enquête comprend que ces archives pourraient être la clé. Et pendant que les experts analysent les enregistrements, la police commence à passer au crible tout l'entourage de Merrill. Il faut comprendre qui d'autre aurait pu être proche de lui, à qui il faisait confiance, et qui aurait pu être au courant de l'existence du terrain avec la remise en béton. Ainsi commence un nouveau tournant dans l'enquête, où les traces éparses commencent à former un système. Après le second interrogatoire, Lawrence Merrill fait l'objet d'une surveillance 24 heures sur 24. Formellement, il est relâché. Il n'y a toujours pas de preuves directes contre lui. Mais les enquêteurs comprennent que l'homme qui a utilisé la carte bancaire du disparu pendant 3 ans ne peut pas être un simple témoin. Une équipe de surveillance extérieure et une voiture banalisée lui sont assignés. Les premières 24 heures se déroulent calmement. Il se comporte de manière prévisible. Le matin, il part travailler. Le soir, il rentre à la maison, va au supermarché, promène le chien. Tout semble ordinaire, comme s'il ne se doutait pas d'être suivi. Mais le deuxième jour, un événement alerte immédiatement les agents. Après le déjeuner, Merrill ne prend pas son itinéraire habituel, mais se dirige vers un magasin de construction en périphérie. 10 minutes plus tard, il en sort avec un petit bidon d'essence et une boîte de gants jetables. Sur le reçu, la mention « Pour besoins domestiques ». Formellement, cela ne prouve rien. Mais dans le contexte de l'affaire, c'est un signal d'alarme. Les détectives n'interviennent pas, décidant de se contenter d'observer.
l'homme place ses achats dans le coffre, prend le volant et se dirige vers l'autoroute sud. Cette route mène à son terrain, celui-là même où Simon a été retrouvé. 2 voitures de surveillance le suivent à une distance de plusieurs centaines de mètres. L'itinéraire est transmis par radio, les coordonnées sont enregistrées. Le temps est couvert, la lumière du soir est faible. Sur le bas-côté de rares camions, la route est presque vide. Tout indique qu'il se dirige précisément là. Dans le coffre, du carburant, des gants, un ensemble d'outils. Les enquêteurs comprennent que s'il a vraiment l'intention de détruire les traces, l'intervention doit être délicate pour ne pas l'effrayer et ne pas perdre l'opportunité de rassembler des preuves. Lorsque Merrill quitte l'autoroute pour le chemin de terre, la surveillance ralentit. Sa voiture roule lentement, les phares balayant le bas-côté envahi de tiges sèches. Au tournant vers le terrain se trouve une vieille voiture de patrouille. Des officiers effectuent un contrôle de documents sur un conducteur aléatoire. C'est un arrêt de routine, sans lien avec l'enquête. Mais c'est précisément cela qui brise le plan de Merrill. Il aperçoit les gyrophares au loin et réagit presque immédiatement. Sans hésiter, il freine, fait un demi-tour brusque et repart vers la ville. Le groupe de surveillance enregistre ce moment. Le comportement est instantané, trop précis, comme s'il savait exactement ce qu'il craignait. Plus tard, le rapport indiquera: l'objet a montré des signes de panique, l'itinéraire a été modifié. La destination probable du voyage était le terrain. L'objectif possible était la destruction de preuves. Le soir même, sa voiture est arrêtée près de chez lui. Le prétexte formel est un contrôle de documents, mais en réalité, c'est un moyen de s'assurer qu'il ne s'est pas débarrassé des objets achetés dans la journée. L'inspection du coffre confirme: le bidon est vide, l'odeur d'essence est perceptible, mais il n'y a pas de traces de fuite. Les gants ne sont pas utilisés. Il semble qu'il n'y ait toujours pas de preuves. Mais le fait même du voyage et de son interruption soudaine devient une observation essentielle. L'enquête en conclut. Merrill est conscient d'être suivi, et il a quand même risqué d'aller à l'endroit qu'il tente de nier. Et par conséquent, son lien avec ce terrain est plus profond qu'il n'est prêt à l'admettre. Sa réaction n'est pas seulement de la peur, c'est une tentative de devancer la police. Maintenant, la tâche de l'enquête est de trouver une preuve directe. Quelque chose qui le reliera au lieu du crime, non pas indirectement, mais concrètement. Pour cela, l'analyse des enregistrements vidéo des distributeurs automatiques, des caméras de surveillance et des systèmes routiers devient une priorité. Dans cette archive, il pourrait y avoir ce qui détruira définitivement sa légende. Les enregistrements vidéo du distributeur automatique sont mis à la disposition de l'enquête 1 semaine plus tard. Il y a plus de matériel que quiconque ne s'y attendait. Près de 3 ans de transactions mensuelles, des centaines de courts extraits filmés par une vieille caméra à basse résolution. L'image tremble, les couleurs sont déformées, l'écran présente des bandes de parasites constantes. Les experts du service de cyberanalyse se relaient pour les visionner, image par image, quelques secondes à la fois. Au début, il semble que tout soit inutile. La silhouette de la personne passe rapidement, le visage est caché par la capuche, le cadre est surexposé par la lumière nocturne. Parfois, il pleut. Parfois, il y a du brouillard et la caméra ne fait tout simplement pas la mise au point. Pas un seul angle clair pour permettre une identification. Toutes les tentatives d'améliorer l'image ne donnent que du grain et des contours flous. On croyait que l'indice ne serait d'aucune utilité, juste un autre détail qui ne suffirait pas pour une accusation. Mais dans l'un des fichiers, un expert remarque non pas la personne elle-même, mais un reflet dans la vitre du distributeur. À l'arrière-plan, derrière le dos, une voiture apparaît pendant 1 seconde. La lumière des phares, la ligne de la carrosserie, une partie du pare-choc. Un détail insignifiant, mais suffisant pour un œil exercé. D'après la forme caractéristique des phares et la silhouette, il est possible de déterminer la marque. L'analyse révèle un Toyota Tacoma, pick-up de couleur grise,
année de production, environ 2010. Cette découverte change immédiatement la donne, car c'est précisément une telle voiture qui est immatriculée au nom de Lawrence Merrill. Les enquêteurs demandent ces données d'immatriculation, les recoupent avec les archives. La couleur correspond, le modèle correspond, l'année de fabrication correspond. Mais légalement, ce n'est pas suffisant. La voiture est courante. Des dizaines de véhicules similaires circulent en ville. Il faut un détail unique qui exclut la coïncidence. Lorsque les experts commencent à comparer les vidéos d'autres jours, ils remarquent une chose. Sur l'aile avant droite de la voiture filmée, il y a une bosse. Elle est petite, mais clairement visible à la lumière des phares lorsque le pick-up s'approche du distributeur sous un certain angle. Et voici le plus intéressant. Lors de l'inspection de la voiture de Merrill, effectuée il y a une semaine, les officiers ont enregistré exactement la même bosse, le même côté, la même forme, la même hauteur par rapport au sol. Ce n'est plus une coïncidence. Dans le rapport, les experts notent « La probabilité de coïncidence dépasse 99%. » L'enregistrement du distributeur automatique montre la voiture de Merrill au moment du retrait d'argent liquide avec la carte de Simon Gray. Les enquêteurs construisent une chaîne. Depuis la disparition de Gray, de l'argent était systématiquement retiré de son compte. Les retraits se déroulaient au même distributeur. Sur les enregistrements, la voiture de Merrill, immatriculée à son nom, avec une bosse unique sur la carrosserie. Et tout cela se trouve à moins de 2 milles de sa maison. Légalement, c'est une preuve sérieuse, mais non définitive. L'avocat trouve immédiatement une échappatoire. Oui, la voiture appartient à mon client, mais cela ne prouve pas que c'est lui qui était au volant. D'autres auraient pu l'utiliser. L'argument est formel, mais il a du poids légal. Les seules images de la caméra ne suffisent pas pour porter plainte. L'enquête comprend. Il faut prouver que non seulement la voiture était sur place, mais que Merrill tirait un avantage financier de cet argent. Chaque billet retiré doit être tracé. À quoi il a été dépensé, où il est allé, comment il est revenu en circulation. Les enquêteurs demandent les relevés de ses comptes bancaires, analysent les achats, les reçus, les mouvements de fonds, tout ce qui pourrait montrer que l'argent d'autrui était utilisé par lui personnellement. Maintenant, l'enquête passe à un nouveau niveau, du domaine des observations et des signes indirects au flux financier concret. S'ils parviennent à prouver que l'argent de Simon a servi à payer des factures, à acheter des biens ou à entretenir la propriété de Merrill, cela deviendra une confirmation directe de son implication. L'enquête se prépare à la perquisition et à l'analyse détaillée des documents. Les preuves deviennent plus solides et l'étau se resserre autour du suspect. Lorsque la piste financière de l'enquête a été confirmée, les détectives ont pris la décision de passer à l'étape suivante. La perquisition. Le mandat a été signé le matin, et 1 heure plus tard, l'équipe d'enquête se dirigeait vers la maison de Lawrence Merrill. La maison se tenait en périphérie de la ville, à 2 étages, avec de la peinture écaillée sur le perron et une cour envahie par la végétation. Rien de remarquable. De l'extérieur, elle paraissait aussi ennuyeuse et anonyme que son propriétaire. Mais à l'intérieur, les enquêteurs s'attendaient à trouver les réponses que ni les caméras ni les relevés bancaires ne donnaient. Pendant la perquisition, une attention particulière a été portée à tout ce qui pouvait avoir un lien financier ou domestique avec la victime. Documents, cartes bancaires, reçus, carnets, vieilles clés USB. Tout a été placé dans des sacs séparés. Mais ce qui a marqué un tournant n'a pas été trouvé dans un coffre-fort ni dans un tiroir de bureau, mais dans une poubelle ordinaire dans la cour. Parmi les bouteilles vides, les emballages de produits et les vieux journaux se trouvaient des reçus de caisses froissés, mais conservés. Il y en avait des dizaines. Lorsque les analystes ont commencé à organiser ces reçus par date, ils ont découvert qu'ils coïncidaient avec les jours où de l'argent liquide était retiré de la carte de Simon Gray. À chaque fois, une différence d'1 ou 2 jours. Pas de gros achats,
Rien de personnel, seulement des kits alimentaires, conserves, galettes, céréales, eau, comprimés d'électrolytes, un minimum de calories, un maximum de durée de conservation. Tout ce qui peut être conservé longtemps et consommé sans préparation. Les enquêteurs ont immédiatement noté « ce ne sont pas des achats pour une personne ordinaire vivant seule. C'est une ration non pas pour vivre, mais pour survivre. Aucun luxe, aucune trace de confort. C'est de la nourriture pour maintenir l'existence, pas pour le plaisir. » Sur les reçus, il n'y avait ni alcool, ni cigarettes, ni articles ménagers, ni rien qui indiquerait les habitudes de Merrill lui-même. Tout laissait penser qu'il approvisionnait quelqu'un qui ne pouvait pas sortir acheter de la nourriture lui-même. Les experts en analyse comportementale noteront plus tard. Ce type d'achat est typique des cas où le criminel détient une autre personne isolée pendant une longue période. La ration est calculée pour la survie, non pour le soin. Tout est strictement fonctionnel. Nourriture, eau, hygiène minimale. Et là, pour la première fois, l'enquête a compris. L'argent de Simon n'était pas dépensé par cupidité. Il était utilisé pour le maintenir en vie. Ce fait a bouleversé l'affaire. La version selon laquelle Merrill agissait par appât du gain ne tenait plus. Tout semblait différent. Il n'a pas détourné les fonds d'autrui, n'a pas cherché à s'enfuir avec l'argent. Il les dépensait pour nourrir celui qui avait disparu. Un homme que tout le monde croyait porter disparu, mais qu'il détenait, comme il s'est avéré, vivant tout ce temps. Maintenant, l'enquête devait comprendre pourquoi. Car si l'objectif était de détruire les traces, il aurait été plus logique de tout arrêter immédiatement. Mais Merrill a passé 3 ans à dépenser de l'argent, à faire les courses, à acheter de l'eau et des médicaments. Ce n'était pas une impulsion, mais un système. Rationnel, froid, réfléchi. Il créait les conditions pour que la personne vive. Pas libre, mais vive. Lorsque les experts ont terminé l'analyse des reçus trouvés, ils ont établi une chronologie complète de ces achats. Chaque retrait d'argent était suivi d'un reçu de magasin. Chaque reçu contenait les mêmes produits. Tout concordait. Et maintenant, l'enquête se trouvait face à une nouvelle question, beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qui l'a forcé à faire cela 3 années de suite? Car si le mobile n'était pas l'argent, cela signifiait qu'il était ailleurs. Ainsi, l'enquête a cessé pour la première fois d'être une affaire d'enlèvement par appât du gain. Elle est devenue l'histoire d'une séquestration, consciente, prolongée et ayant peut-être une connotation personnelle. Les enquêteurs devaient maintenant entamer une nouvelle étape, la recherche de ce lien. Lors de la 2e perquisition, déjà plus minutieuse, les enquêteurs reviennent sur des objets qui, à première vue, semblaient insignifiants. Parmi les papiers conservés dans un coffre-fort métallique dans la chambre de Merrill, les agents trouvent un dossier de documents personnels. Assurance, reçu, vieilles factures. Tout semble banal jusqu'à ce qu'un fichier inhabituel apparaisse. Un contrat de vente immobilière soigneusement plié. À première vue, un document officiel ordinaire. Cachet, signature, date, numéro d'enregistrement. Mais l'attention est attirée par l'adresse. C'est la maison qui appartenait autrefois à Simon Gray. Le même homme que Merrill détenait. La date de la transaction. Automne 2017, soit environ 6 mois après la disparition de Gray. L'enquête remarque immédiatement une incohérence. Selon les archives de l'État, cette maison n'a jamais été mise en vente. Aucune transaction officielle n'est enregistrée à son sujet, mais le document semble authentique. Il y a une certification notariée, un numéro de parcelle et la signature prétendue de Simon lui-même. Un autre détail rend la découverte encore plus étrange. Dans la colonne « Acheteur » figure le nom d'une personne du nom de Merrill, mais pas Lawrence, mais Peter, son cousin. Ce détail crée un nouveau tournant dans l'intrigue.
Peut-être que le criminel n'a pas agi seul. Peut-être avait-il un complice qui l'aidait à dissimuler les biens de la victime. L'enquête contacte Peter Merrill, le convoque pour un interrogatoire. L'homme se présente volontairement. Il a l'air confus et ne comprend manifestement pas pourquoi son nom apparaît dans l'affaire. Il affirme n'avoir jamais entendu parler d'une quelconque transaction. Il n'a jamais acheté de maison, ne connaissait pas Simon Gray et n'avait certainement jamais vu ce contrat. Sa réaction est sincère et tout ce qu'il raconte est facilement vérifiable. Il n'y a pas d'activité financière confirmant la transaction. Aucun argent n'a été transféré, aucun mouvement bancaire. Tout indique que son nom a simplement été utilisé pour couvrir une falsification. Pour les enquêteurs, c'est un moment clé. Ils envoient le document pour expertise afin de vérifier si la signature de Simon est vraiment authentique. Le laboratoire d'écriture compare les signatures sur le contrat trouvé avec des échantillons obtenus à partir de ces anciens documents. Formulaire bancaire, déclaration fiscale, lettres. L'analyse dure plusieurs jours. Les résultats sont sans équivoque. La signature est falsifiée. De plus, l'écriture sur le document coïncide avec celle de Lawrence Merrill lui-même. Les experts concluent que le contrat a été entièrement falsifié, de la signature de la victime à la certification du notaire, qui s'est avérée fausse. Même le numéro de cachet apposé sur le papier appartenait à un juriste décédé 2 ans avant la date de la transaction. Ce document devient une preuve directe d'intention. Il est maintenant clair que Merrill n'a pas seulement maintenu Simon en vie, il essayait de s'approprier progressivement tout ce qui lui appartenait. D'abord ses fonds, puis ses biens immobiliers. Il a utilisé un stratagème réfléchi. Créer l'apparence d'une transaction légale, insérer un nom fictif, faire de fausses certifications. Tout cela pour pouvoir dire en cas de découverte. C'est juste une erreur dans les documents. La version d'un complice tombe à l'eau. Peter Merrill n'a aucun lien avec l'affaire. Son nom n'était qu'un instrument. Mais cette découverte montre que Lawrence n'a pas agi impulsivement, mais de manière systématique. Il n'a pas seulement isolé une personne, il a construit autour d'elle toute une fausse réalité dans laquelle la victime cessait d'exister non seulement physiquement, mais aussi légalement. Maintenant, les enquêteurs doivent comprendre s'il a déjà fait cela auparavant, car un tel niveau de falsification nécessite de l'expérience. Par conséquent, ce n'est peut-être pas le premier cas. C'est ce à quoi s'attelleront les analystes qui commenceront à vérifier les transactions passées de Merrill, ses anciens contacts et toute trace d'actions frauduleuses laissées au cours des 10 dernières années. Lorsque l'enquête a obtenu la confirmation de la falsification du contrat, il est devenu clair que ce n'était pas un travail d'amateur. De tels documents ne sont pas créés par hasard, ne sont pas falsifiés à l'œil et ne sont pas écrits à partir de modèles d'autrui. On y sentait la main d'une personne qui comprenait le fonctionnement du système juridique, quels détails sont vérifiés et quels sont généralement ignorés. Les cachets, les signatures, les dates, les formulations, tout semblait professionnel. Merrill n'aurait pas pu apprendre cela tout seul, il avait dû acquérir ses compétences quelque part. C'est à partir de ce moment que l'enquête remonte dans le passé. Les enquêteurs commencent à remonter toute la biographie de Merrill, pas à pas, document par document. Un tableau de vie ordinaire. Il est né, a étudié, a changé de travail à plusieurs reprises. Rien de marquant. Premier emploi. Comptable dans une petite entreprise. Puis, vers 40 ans, il devient consultant dans une société de conseil financier appelée West Haven Capital. Le bureau est en centre-ville. Les clients sont des particuliers aisés. L'entreprise n'est pas grande, mais jouit d'une réputation de fiabilité. Les archives conservent des brochures publicitaires où il promettait de gérer vos actifs avec soin et de protéger l'avenir de votre famille. Au début, cela ressemble à un travail ordinaire, mais plus les analystes étudient les détails, plus les étrangetés apparaissent. Les documents du personnel indiquent que Merrill occupait le poste de conseiller financier pour portefeuille privé. Il avait donc un accès direct aux données personnelles des clients, relevés bancaires, données de passeport, copies de procuration,
parfois même des documents notariés. C'est précisément un tel accès qui permet de falsifier des signatures, car les originaux sont constamment sous les yeux. L'enquête envoie une demande officielle à la société liquidée, et quelques jours plus tard, les archives sont finalement transmises. Dans la liste des clients servis par Merrill, des dizaines de noms. Et parmi eux, un attire immédiatement l'attention, Simon Gray. Dans la colonne « Type de service », la mention « Accompagnement à long terme ». Cela signifie qu'il n'y avait pas de contact isolé entre eux, mais un lien financier de plusieurs années. Il devient maintenant clair pourquoi Merrill en savait tant. Il ne connaissait pas seulement Simon, il gérait ses comptes, l'aidait à effectuer des investissements, remplissait des documents, contrôlait les mouvements de fonds. C'est-à-dire qu'il avait accès à tout ce qu'il a utilisé contre lui par la suite. Il voyait où Simon gardait l'argent, savait quand et quel montant arrivait, où étaient à conserver les copies de documents, qui était son avocat. Tout cela transforme un suspect aléatoire en une personne qui a préparé le terrain pour le crime pendant de nombreuses années, peut-être sans le réaliser lui-même au début. Mais le plus troublant dans cette découverte n'est pas le fait de la connaissance, mais la nature de cette relation. D'après les notes dans la correspondance professionnelle, il est clair que Simon lui faisait confiance. Il écrivait brièvement, sans formalité, se signait souvent simplement de ses initiales. Il permettait à Merrill de résoudre de petites questions sans sa participation. Pour l'enquête, cela signifie une chose. Laurence n'avait pas seulement les données, mais aussi des signatures qu'il pouvait utiliser comme échantillon. Ensuite, l'enquête se penche sur son passé professionnel. Les archives de l'entreprise conservent également des documents de service et des rapports internes. Dans l'un d'eux, une brève note est découverte. L'employé L. Merrill est temporairement suspendu. Une enquête interne est en cours. Soupçon d'irrégularité dans le travail avec les clients. La date est 2 ans avant son licenciement. Les enquêteurs retrouvent l'ancien directeur de l'entreprise, maintenant à la retraite. Celui-ci accepte de parler. Son récit dresse un tableau tout à fait différent. Merrill, selon lui, était intelligent, calme, méticuleux. Mais en même temps, comme il l'a dit, il utilisait trop librement les papiers. Il proposait souvent aux clients de aider à remplir les documents et le faisait sans la présence d'un notaire. Plusieurs clients âgés se sont plaints qu'après ces consultations, de petites sommes disparaissaient de leur compte. À l'époque, il n'a pas été possible d'établir un lien. Les sommes étaient trop minimes et le système de protection de l'entreprise était imparfait. En fait, il a simplement été laissé partir, sans bruit, sans publicité, d'un commun accord, pour ne pas nuire à la réputation de l'entreprise. En échange, il a signé un accord de non-divulgation et a disparu tranquillement. Personne ne supposait alors que ce n'était pas la fin, mais le début. Les analystes qui ont étudié les anciennes notes ont conclu qu'il expérimentait déjà avec les documents à l'époque. C'était alors de petites falsifications, procurations, virements, fausses signatures. Il vérifiait s'il pouvait mettre en place le stratagème sans laisser de traces. Et quand il a compris que le système pardonnait facilement, il est allé plus loin. Ce qui s'est passé avec Simon est devenu la continuation logique de ce qu'il avait commencé à l'époque. Maintenant, l'enquête avait une vue d'ensemble. Mobile, méthode et lien. Il choisissait des personnes seules avec des biens, gagnait leur confiance, apprenait tout sur elles, puis commençait à agir. Calmement, méthodiquement, sans émotion. Et si auparavant ce n'était que des stratagèmes avec des documents, il avait maintenant franchi la ligne. De la manipulation financière, tout s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus froid et personnel. Les enquêteurs comprenaient qu'ils n'avaient pas seulement affaire à un fraudeur, mais à un homme qui avait construit un système pendant des années. Il ne volait pas pour le plaisir. Il construisait un monde contrôlé où tout, argent, documents, personne, n'obéissait qu'à lui. Et maintenant que ce stratagème commençait à s'effondrer,
Il ne restait qu'à déterminer. Y en avait-il d'autres dont il avait réussi à cacher les traces plus tôt? La prochaine étape de l'enquête était précisément orientée là-bas, vers le passé, où se cachaient peut-être ses premières victimes. Lorsque Lawrence Merrill a été ramené au poste, l'atmosphère ne ressemblait plus au premier interrogatoire. À l'époque, il était calme, répondait brièvement, mais avec assurance, essayant de maintenir l'image d'un homme qui n'avait simplement pas eu de chance de se retrouver au centre d'un malentendu. Maintenant, c'est différent. L'air dans la pièce était lourd de tension. Il comprenait que la police en savait plus qu'elle ne le disait, et chaque minute de silence s'étirait pour lui comme un nœud coulant. L'enquêteur, le même qui avait mené l'affaire depuis le premier jour, ouvre un dossier et commence à en sortir les documents un par un. Les papiers bruissent, c'est un son sec, net, comme si chaque mouvement était spécialement calculé pour les faits. Sur la table se pose une photographie de sa voiture, prise par la caméra près du distributeur automatique. Puis, les reçus trouvés chez lui, soigneusement numérotés, avec des coïncidences de dates marquées. Ensuite, la copie du faux contrat de vente. Merrill regarde tout cela sans expression. Ses mains sont croisées sur ses genoux, son regard glisse sur les objets, mais ne s'arrête sur aucun. L'enquêteur parle calmement, presque sans émotion, comme s'il lisait un rapport, mais chaque mot est précis. Chacun frappe au but. Vous avez affirmé n'avoir jamais visité le terrain où la remise a été trouvée, mais selon les rapports, votre voiture y a été repérée plus d'une fois. Au cours des 3 dernières années, 52 visites. Toutes sont enregistrées par votre géolocalisation. Comment expliquez-vous cela? Pas de réponse. Le silence. Lawrence fait semblant de ne pas entendre. L'enquêteur dépose la photo suivante, un gros plan de sa voiture au distributeur. Sur l'image, on voit la bosse caractéristique sur l'aile, celle que les experts ont comparée et reconnue comme identique. Vous avez affirmé n'avoir pas retiré d'argent. Mais voici la photo. Voici le relevé. Voici l'heure et la date. Tout cela, c'est après la disparition de Simon Gray. Merrill cligne des yeux. Une fois, puis une deuxième. Ses lèvres bougent légèrement, mais aucun mot ne sort. Dans la pièce, on n'entend que le faible bourdonnement du climatiseur et le claquement du stylo de l'enquêteur. Ensuite, c'est encore plus difficile. L'enquêteur ouvre un nouveau dossier, celui qui concerne son passé. Vous avez travaillé chez West Haven Capital de 2010 à 2015. C'est exact? Continue-t-il sans pause. Lawrence hoche à peine la tête. Pas. Vous avez été licencié suite à une enquête interne. Soupçon de malversation de documents de clients âgés. Vous vous souvenez? Merrill tressaille légèrement de l'épaule. Une ombre d'irritation passe sur son visage, mais aucune voix n'apparaît. Il essaie de se maîtriser, mais sa mâchoire est tendue. Sa respiration le trahit, courte, fréquente, comme s'il avalait l'air pour ne pas dire un mot de trop. L'enquêteur continue, déjà plus fort, avec insistance. Vous avez abusé de la confiance des clients. Vous aviez accès à leur signature, copie de passeport, données personnelles, et vous avez recommencé. Seulement cette fois, non pas avec des chiffres, mais avec un être humain vivant. Il prononce ces mots délibérément lentement. Il fait plus froid dans la pièce. Merrill détourne brusquement le regard, serre les doigts. Ses épaules tremblent à peine. Il reste silencieux, mais le silence ne semble plus assuré. L'enquêteur fait une pause, puis sort calmement la dernière carte. Vous avez dit que vous n'étiez jamais allé à la remise, que vous ne saviez pas où se trouvait cet endroit. Mais voici les données de géolocalisation de votre téléphone. 152 visites, à des jours différents, à des heures différentes. Parfois, vous y êtes resté plusieurs heures, y compris les jours où de l'argent était retiré de la carte de Simon Gray. Il dit cela sans émotion, comme s'il lisait simplement le procès-verbal.
mais chaque mot tombe lourdement, comme une pierre. Lawrence ne tient pas. Lentement, comme à travers la force, il lève les yeux, regarde directement l'enquêteur. Son visage est pâle, le regard vitreux, et il dit doucement « Je veux mon avocat ». Ce n'est pas un aveu, mais c'est une défaite. Tout son sang-froid, tout son calcul s'effondre en un instant. Son regard se vide, son corps s'affaisse comme... Il comprend que désormais, chaque mot peut devenir un clou dans son propre jugement. L'enquêteur ferme le dossier, se lève et sort. Les preuves restent sur la table. Photographie, papier, impression. Tout ce qui fait maintenant partie de l'accusation. La pièce se remplit à nouveau de silence et seule la caméra de surveillance continue d'enregistrer, tel un témoin qui ne ment jamais. Cet interrogatoire a marqué un tournant. À partir de ce moment, l'affaire cesse d'être une enquête dans l'ombre. Maintenant, c'est officiellement une accusation. Devant eux, le tribunal, les expertises, les témoignages, et avec eux, une nouvelle tâche, prouver non seulement son implication, mais comprendre pourquoi tout cela s'est passé ainsi. Quand l'interrogatoire fut terminé, les enquêteurs savaient qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Toutes les preuves indirectes étaient en leur faveur, mais il leur en fallait une, matérielle, incontestable, qu'on pourrait mettre sur la table au tribunal et dire « Voilà, c'est la fin du jeu ». Le laboratoire du Centre de criminalistique a travaillé sur les échantillons trouvés dans la remise pendant presque 2 semaines. Trop de matériel, un environnement trop sale, bois mouillé, poussière, traces de pourriture, tout ce qui pouvait détruire l'ADN. Mais lorsque la notification avec la mention « Résultat de l'expertise » est arrivée par courrier au service, toute l'équipe s'est réunie autour d'un seul moniteur. Le rapport indiquait que sur la plupart des objets, il n'y avait des traces que d'une seule personne, Simon Gray. Cela semblait évident, mais en même temps déconcertant. Aucune empreinte, aucune trace de la présence de Merrill. On aurait dit qu'il avait tout planifié dans les moindres détails. Les laborantins ont supposé qu'il avait pu travailler avec des gants ou même effacer les traces, et cela faisait déjà partie de son style. L'enquêteur fait défiler le rapport et son regard s'arrête sur une courte ligne. Objet numéro 17. Seau en plastique. Sur la poignée, cellule épithéliale de 2 personnes. Ce détail fut comme un choc. Le seau était ordinaire, sans particularité, mais il se tenait à l'entrée de la remise, directement sur le sol, où, selon les experts, il y avait de l'eau. Il n'aurait dû y avoir rien d'autre que des traces de grès. Mais maintenant, quelqu'un d'autre apparaissait. Le second profil génétique était désigné comme non identifié. Cette ligne est envoyée au laboratoire pour une nouvelle analyse. Les experts grattent délicatement les microparticules de la partie intérieure de la poignée, là où une personne se tient habituellement lorsqu'elle soulève un seau lourd. Il y a peu de matière, mais assez pour l'identification. L'ADN est extrait, stabilisé, chargé dans le système. Maintenant, il faut un étalon, un échantillon avec lequel comparer. L'enquêteur signe le mandat pour le prélèvement obligatoire de matériel biologique de Merrill. Il ne résiste pas. À ce stade, toute résistance est inutile. Il le comprend lui-même. Pendant la procédure, son regard est vide. Ses mains sont menottées. Tout se passe en silence, sous le contrôle d'un médecin. Quelques secondes, et un coton-tige avec l'échantillon est placé dans une capsule stérile. Tout cela est envoyé au laboratoire pour expertise. Lorsque la capsule arrive, le silence règne derrière la vitre de séparation. La laborantine, une femme d'environ 40 ans, travaille calmement et avec concentration, comme un chirurgien. Chaque étape est conforme au protocole. Réactif, centrifugeuse, séchage. Le système charge les 2 échantillons dans la base, l'un de la remise, l'autre du suspect. L'écran s'illumine d'un bleu froid.
Le processus de comparaison dure quelques minutes, mais pour ceux qui se tiennent de l'autre côté de la vitre, c'est une éternité. L'enquêteur, le procureur et l'expert en criminalistique attendent sans dire un mot. Lorsque le résultat apparaît à l'écran, personne ne bouge. Coïncidence. 100%. Cela signifie que sur la poignée du sceau utilisé par Simon, il y a des traces de l'ADN de Lawrence Merrill. Ce n'est pas seulement une preuve indirecte, c'est la confirmation physique de sa présence dans la remise, le lieu même où tout s'est passé. On ne trompe pas l'épithélium. Il conserve la mémoire même, là où tout le reste peut être effacé. Après ce moment, l'enquête ne construit plus d'hypothèses. Chaque pas devient maintenant clair et précis. L'affaire, qui avait commencé comme une énigme, se transforme en une reconstruction factuelle des événements. Toute son histoire, toutes ses tentatives de se cacher, toutes ses excuses s'effondrent sous le poids d'un seul fait. Il était là. Pour les enquêteurs, c'est le point de rupture. À partir de ce jour, l'enquête passe de l'état de recherche à celui de preuve. Tous les éléments du puzzle s'assemblent enfin. On peut maintenant établir la séquence, heure après heure, jour après jour, montrant comment Merrill s'est rapproché pas à pas de ce qu'il a fait. Et bien que lui-même soit toujours silencieux, à ce stade, le silence n'a plus de pouvoir. Les preuves parlent, pour lui, plus fort que n'importe quel aveu. Devant eux, le tribunal où ces preuves deviendront une arme. Mais d'abord, l'enquête doit effectuer une dernière étape, reconstituer toute la chaîne des événements, de la première disparition au moment où la vérité éclate enfin. L'audience du procès de Lawrence Merrill a commencé tôt le matin. Dans la salle, un bruit sourd et contenu. Les reporters feuillettent leurs carnets, les caméras sont immobiles et le public, rassemblé dans la galerie, semble retenir sa respiration. Sur le banc des accusés, toujours le même homme, calme, recueilli, presque sans émotion. Merrill ne regarde pas autour de lui. Son visage est comme un masque. Pendant toute la durée du procès, il n'a pas prononcé plus d'une dizaine de phrases. Aujourd'hui, on attend de lui le plus important, une réaction. Le procureur commence par énumérer les chefs d'accusation. Fraude financière, enlèvement, séquestration. Chaque chef est énoncé lourdement, posément. Merrill ne réagit pas à ces mots. Il est assis immobile, légèrement courbé, comme une personne à qui tout est indifférent depuis longtemps. Lorsque le juge lui demande s'il plaide coupable, Merrill lève la tête, regarde droit devant lui et répond brièvement. Non, le silence se fait dans la salle. Ni indignation, ni surprise. Seulement ce silence tendu qui accompagne toujours le moment où la vérité et le mensonge se font face. Son avocat, un homme avec une élocution mesurée et une voix uniforme, se lève et commence son discours. Il semble confiant, mais il y a une fausseté, trop évidente pour ceux qui connaissent les faits. L'avocat affirme que Simon Gray s'est volontairement isolé de la société, que fatigué de l'agitation urbaine, il aurait décidé de se retirer en isolement conscient, que Merrill ne faisait que l'aider. Il lui apportait de la nourriture, exécutait des tâches, puis est devenu victime d'un malentendu et de soupçons. Sur papier, cette version semble presque logique, mais en réalité, elle s'effondre au premier contact avec les faits. Le procureur écoute sans interrompre, puis il se lève lentement. Sa voix est faible, mais claire. L'isolement volontaire n'explique pas les traces de séquestration, l'état dans lequel Gray a été trouvé et les coïncidences d'ADN. Il fait un signe et un témoin entre dans la salle, le médecin qui a admis Gray aux soins intensifs. Un homme du genre a parlé calmement, sans émotion superflue, mais chacun de ses mots pèse comme un verdict. Le médecin ouvre la conclusion et sa voix est uniforme, comme la ligne mesurée d'un électrocardiogramme. Le patient était en état d'épuisement prolongé, des traces de déshydratation, de manque d'oxygène,
d'hypothermie ont été notées. Cela ne pouvait pas être le résultat d'un retrait volontaire. C'est la conséquence d'une restriction de liberté prolongée et contrôlée. Chaque mot est comme un coup porté à la version de la défense. L'avocat tente d'interrompre, se réfère à des hypothèses, à de vieilles maladies, mais le médecin répond brièvement, professionnellement, sans aucune trace de doute. Après cela, même les jurés cessent de regarder l'accusé comme un homme qui aurait pu être mal compris. Le procureur ne s'arrête pas. Il sort du dossier les résultats de l'expertise. Le rapport qui mentionne la coïncidence d'ADN sur la poignée du seau. Sur l'écran installé dans la salle apparaissent 2 graphiques, 2 pics, identiques jusqu'au dernier fragment. L'un est signé du nom de Simon Gray, l'autre de Lawrence Merrill. Ce n'est pas une opinion, dit le procureur. C'est la science. C'est la preuve physique de la présence de l'accusé sur le lieu du crime. Vient ensuite la chaîne financière. Relevés, reçus, transactions, traces électroniques. Tout l'argent retiré de la carte de Gray allait sur des comptes établis sous des noms fictifs, mais tous menaient finalement à Merrill. Cela confirme non seulement la cupidité, mais aussi le plan, long, réfléchi, dépourvu de hasard. Merrill est silencieux tout ce temps. Seulement à un moment donné, il serre les poings, comme s'il essayait de se retenir de réagir. Il sait que tout mot peut devenir la dernière pierre dans le mur de sa défense, mais ce mur est déjà en train de se fissurer. Lorsque le procureur termine, le silence revient dans la salle. Aucun aveu direct de l'accusé n'a jamais été prononcé. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Les faits parlent à plus fort que n'importe quel mot. Tout ce qui s'est passé au cours de ces années s'assemble pour former un tableau unique et complet. Le procès n'est pas encore terminé, mais l'issue est évidente. Il ne reste plus qu'à déterminer la peine. Et c'est cette question qui passe maintenant des mains des enquêteurs à celle de la justice. Le procureur a commencé son réquisitoire par une simple affirmation. Assembler les faits, c'est construire un tableau. Il les a présentés séquentiellement, comme les étapes d'une opération, et chaque étape était confirmée par un document, un témoignage ou une expertise. L'histoire, telle qu'elle a été présentée dans la salle, commence en 2016. À ce moment-là, selon l'accusation, le premier contact a eu lieu. Lawrence Merrill a approché Simon Gray sous le couvert d'un consultant financier. L'offre sonnait comme une opportunité d'investissement. C'était un masque professionnel. Les contacts ont établi la confiance. Merrill a obtenu l'accès aux documents, à la signature et aux coordonnées bancaires. C'est un fait, confirmé par les archives de l'entreprise et la correspondance. Ensuite, un plan systématique a été mis en œuvre. Selon le procureur, le stratagème s'est déroulé en plusieurs étapes. Premièrement, l'établissement du contrôle. Merrill a fait passer la relation du format de consultation ouverte à un format où il pouvait agir sans la participation constante du propriétaire des actifs. Ensuite, l'élimination progressive des flux financiers, des retraits d'argent liquide réguliers et modestes, l'achat d'un ensemble minimal de provisions, le paiement de petits services. Les relevés et les reçus ont montré la séquence de ces opérations. Elles coïncidaient en date avec les transactions sur la carte de Gray et avec les notes dans le carnet de chèques trouvé dans la poubelle du suspect. Parallèlement, la falsification du fondement juridique a eu lieu. Par le contrat trouvé dans le coffre-fort et par l'expertise en écriture, il est devenu clair qu'un transfert formel des droits sur la maison était en préparation. Fausse certification, signature fictive, inclusion de tiers dans les documents. Tout cela était fait pour légaliser le transfert de propriété. Les experts ont clairement établi que la signature sur le contrat était fausse et le cachet contrefait. Cela a été montré dans les pièces du dossier. Troisième étape, la séquestration. Selon l'accusation, Merrill n'a pas agi impulsivement. Il a créé les conditions dans lesquelles le propriétaire ne pouvait pas disposer de ses biens et ne pouvait pas empêcher l'exécution des transactions. Pour cela, Merrill a
L'isolement et le maintien d'un niveau de vie minimal contre la volonté du propriétaire ont été utilisés. Les reçus de produits trouvés chez le suspect témoignent. Les achats ne sont pas pour lui-même, mais pour nourrir une personne se trouvant dans des conditions confinées. Cela a été corrélé au rapport des médecins et aux témoignages des experts en comportement. Ensuite, le discours du procureur est passé aux preuves techniques. Les caméras du distributeur automatique ont filmé la voiture immatriculée au nom de Merrill au moment du retrait des fonds. Les experts ont identifié la voiture grâce à la bosse caractéristique sur l'aile. La géolocalisation du téléphone a montré de multiples visites de Merrill à l'endroit où se trouvait la remise. Les analyses de laboratoire ont révélé le détail final, le profil ADN de Merrill sur la poignée du seau trouvé dans la remise. Ces éléments, a-t-on déclaré dans la salle, forment une chaîne ininterrompue. Contact, contrôle, exploitation des ressources et tentative de légalisation. Le procureur a clairement exposé le but final. Ce n'était pas une arnaque rapide ou un vol banal. Selon les pièces du dossier, le plan consistait à priver progressivement le propriétaire de la possibilité de disposer de ses biens et à formaliser les droits sur la maison. L'objectif était d'obtenir le contrôle total de l'actif par le biais de faux documents et par l'absence de contestation de la part du propriétaire. Telle était la formulation officielle dans la salle d'audience. Obtenir le transfert juridique de propriété à condition que le propriétaire perde la possibilité de contester les transactions. Pourquoi le plan a échoué est une partie distincte de la reconstitution. Selon les calculs de l'accusé, le processus aurait dû prendre des mois. Mais au lieu de cela, il s'est étiré sur des années. La victime s'est avérée plus résistante que prévu. Au lieu de l'issue rapide attendue, la situation est devenue prolongée. Les dépenses régulières, les voyages pour l'approvisionnement, les visites nocturnes, tout cela a ralenti l'opération et a donné une chance au hasard d'intervenir. Et le hasard est intervenu. Un jour, un voisin a senti une odeur inhabituelle provenant de la remise abandonnée. Il a appelé la police. La patrouille est arrivée, a forcé l'entrée du local et a découvert un homme dans un état critique, mais vivant. Cet appel fut le facteur externe qui a détruit la longue chaîne, méticuleusement construite. C'est à cause de cet appel que les vérifications, les demandes aux banques, les analyses d'ADN et, finalement, les perquisitions ont commencé. Dans la salle, le procureur a souligné un autre détail. Le criminel a sous-estimé l'effet de la moindre petite chose dans un système complexe. Gérant la situation pendant des années, il comptait sur le silence et l'absence d'attention de la part du district. Mais c'est précisément un facteur ordinaire, domestique, l'odeur, qui a provoqué une vérification externe et conduit au démasquage. Le discours s'est terminé par une conclusion. Le stratagème était ciblé, méthodique et réfléchi. Ces éléments, transactions financières, falsification de documents, maintien d'une viabilité minimale de la victime et tentative de légalisation de la propriété, sont interdépendants et confirmés par des preuves. Le plan n'a pas abouti non pas grâce à la chance de l'enquête, mais à cause d'un hasard ordinaire qui a déjoué le calcul du criminel. Après une telle reconstitution, il ne restait qu'une chose, la consolidation juridique des résultats. Les pièces du dossier étaient ordonnées, les preuves liées en séquence. Le juge devait maintenant passer à la partie où ce n'est pas le fait de la culpabilité qui est décidé, il était déjà prouvé, mais la mesure de la peine et les conséquences pour le coupable. Cette transition est devenue le pont naturel vers l'étape suivante du processus. Après tous les mois d'interrogatoire, d'expertise, de dizaines de témoins et de volumes de preuves, tout a convergé vers ce matin. Dans la salle d'audience, il y avait un tel silence qu'on pouvait entendre quelqu'un dans les rangs arrière changer de position. Le jour était couvert et un rare rayon de soleil perçait à travers les hautes fenêtres, se posant sur la longue table en chêne où reposaient les papiers des jurés. C'était le moment même vers lequel tous s'étaient dirigés pendant près de 4 ans. Chaque mot prononcé aujourd'hui devait être la touche finale de cette histoire. Les jurés sont entrés dans la salle après une longue délibération. 12 personnes, fatiguées, les visages tendus,
mais déjà avec une certitude intérieure. Chacun avait derrière lui des semaines d'audience, des heures de discussion et le poids moral d'une décision dont dépend une destinée humaine. Le président tenait le dossier avec le verdict. Il ne regardait pas autour de lui, marchait droit, lentement, comme quelqu'un qui porte quelque chose qui n'appartient pas qu'à lui seul. Le juge a demandé à tout le monde de se lever. Les gens se sont levés, les chaises ont grincé, l'air est devenu plus dense. Le président a ouvert le dossier. Sa voix a retenti sourdement, mais clairement, sans aucune trace de doute. Sur le chef d'accusation de privation illégale de liberté, coupable. Le premier mot est resté suspendu dans l'air. Personne n'a bougé pendant quelques secondes. Sur le chef d'accusation de fraude, coupable. La voix est devenue plus assurée, comme si à chaque mot prononcé, les jurés se convainquaient eux-mêmes de leur bon droit. Sur le chef d'accusation de tentative de meurtre, coupable. Ces 3 mots ont retenti comme un accord final. La salle a semblé expirer. Quelqu'un dans les premiers rangs a mis sa main devant sa bouche. Quelqu'un a hoché lentement la tête. Le procureur n'a pas bougé, se contentant de joindre doucement les mains sur la table. L'avocat a baissé les yeux. Tout ce qui pouvait être dit l'avait déjà été. Le verdict était unanime. Merrill se tenait immobile. Ni indignation, ni remords. Juste un regard froid, dirigé vers nulle part. Il n'avait pas l'air vaincu, mais comme une personne qui a simplement été déconnectée de la réalité. Pendant toutes ces années, il avait vécu dans un monde où il contrôlait chaque détail. Mais maintenant, son propre destin appartenait à d'autres personnes. Le juge a levé les yeux de ses papiers et a commencé à parler. Sa voix était fatiguée, mais ferme. Il a commencé par les formalités, mais on y sentait une force, non pas bruyante, mais étatique, lourde de sens. Il a énuméré les articles, décrit les preuves, souligné la gravité des actes commis. Pour chaque point, il y avait des références aux témoignages, aux expertises, aux pièces du dossier. Dans son discours, il n'y avait ni pathos, ni émotion, seulement la logique sèche et froide des faits. Il a rappelé comment le crime s'était construit étape par étape, comment l'accusé avait sciemment agi de manière réfléchie, utilisant la confiance et les connaissances financières contre ceux qui lui faisaient confiance. Le juge a parlé de la durée du crime, de sa systématicité, du fait que Merrill n'avait pas agi sous le coup de l'émotion ou d'une impulsion accidentelle. Tout ce qu'il a fait était le résultat d'un calcul et d'un désir de profit. Ensuite, le juge est passé à l'évaluation morale. Il a dit que de tels crimes ne violent pas seulement la loi, ils sapent l'idée même de confiance, détruisent ce sur quoi repose la société. Lorsqu'une personne utilise la vulnérabilité d'autrui comme un outil, cela la rend doublement dangereuse. C'est pourquoi le tribunal examine non seulement le fait de la culpabilité, mais aussi le danger intrinsèque que représente la personnalité de l'accusé. Le silence s'est fait complet dans la salle. Tout le monde comprenait. Le point principal allait être prononcé. Le juge a retiré ses lunettes, a mis de côté le dossier, a regardé droit vers l'accusé. Quelques secondes se sont écoulées. De cette tension où les mots ne sont pas encore prononcés, mais leur sens est déjà ressenti par tous. Le tribunal, compte tenu de la gravité des crimes commis, a jugé nécessaire de prononcer une peine de privation de liberté de 22 ans avec incarcération dans un établissement correctionnel à régime sévère. À ce moment-là, divers sons ont été entendus dans la salle. Quelqu'un a eu un petit hoquet. Quelqu'un a sangloté. Quelqu'un, au contraire, a poussé un soupir de soulagement. Les journalistes ont bruissé de papier. L'un d'eux a immédiatement tapé un court message sur son téléphone. Il apparaîtrait dans les fils d'actualité 1 minute plus tard. Le procureur est resté à sa place, se contentant d'acquiescer comme pour confirmer un sentiment intérieur d'achèvement. Merrill n'a pas bougé de son siège. Aucun mouvement. Seulement ses doigts qui se crispaient sur la balustrade du banc. Le juge a déclaré l'audience levée, a frappé avec son maillet. Le convoi s'est approché, lui a mis les mains sur les épaules, l'a conduit vers la sortie.
Les caméras ont cliqué, les portes ont grincé et le bruit des pas s'est lentement éteint. Pour tous ceux qui étaient dans la salle, c'était la fin de l'affaire. Mais il restait un sentiment d'inachevé dans l'air. Car la justice peut rétablir l'ordre, mais elle ne rend pas ce qui a été perdu. Elle ne fait que fixer le résultat, le point juridique. Tout le reste, la mémoire, les conséquences, l'amertume intérieure, demeure. Quand les gens ont commencé à se disperser, quelqu'un a dit doucement « Dommage que tout cela ait commencé par une confiance ordinaire. » Et dans cette phrase, dite presque à voix basse, il y avait peut-être l'évaluation la plus précise de toute l'histoire, car c'est précisément la confiance qui est devenue la monnaie que Merrill a utilisée et qu'il a lui-même détruite. Maintenant, il vivra dans un monde où rien ne peut être acheté, ni par l'argent, ni par le mensonge, ni par de fausses signatures. Et si l'on peut appeler cela justice quelque part, c'est peut-être seulement ici. Lorsque la porte de la salle d'audience s'est refermée et que l'écho du dernier coup de maillet s'est éteint, l'histoire semblait toucher à sa fin. Mais pour ceux qui avaient suivi l'affaire, tout passait simplement à une autre phase. Le silence après le tonnerre. Après la sentence, Merrill a été transféré dans une prison à régime sévère, l'établissement correctionnel Blackstone, connu pour ses conditions dures et l'absence totale de privilèges. Un endroit où un jour ressemble à un autre, où chaque heure s'étire comme une semaine. Les détenus n'y vivent pas. Ils y existent. Murs gris, barbelés, cris des sentinelles, appels. À l'intérieur, on n'entend ni les bruits de la ville, ni le vent. Seulement des pas dans les couloirs de béton et le cliquetis métallique des clés. Pour un homme habitué aux costumes et aux investissements, aux comptes et aux discussions bancaires, c'est comme être transféré dans un autre monde où il n'y a pas d'avenir, seulement un présent répétitif. Selon l'administration, Merrill est détenu séparément de la masse principale des détenus. Formellement, pour des raisons de sécurité. Informellement, à cause de sa réputation. Les détenus ne tolèrent pas ceux qui ont trompé les sans défense. Maintenant, ces journées se déroulent de la même manière. Réveil, contrôle, petit déjeuner. Tout est strictement programmé. On ne lui donne pas de travail, seulement des contrôles obligatoires et une surveillance de son état. Il n'a plus rien à cacher, ni personne à tromper. L'ironie est qu'il vit maintenant dans une transparence totale, sous surveillance constante. Son passé n'existe que dans les documents judiciaires. Son nom ne sonne plus comme celui d'un homme d'affaires, mais comme celui d'un condamné dans l'affaire numéro 1468. Pendant ce temps, en dehors de la prison, la vie a continué. La figure principale de cette histoire, l'homme pour qui tout cela a commencé, a survécu. Les médecins appellent cela un miracle, bien qu'en réalité, ce ne soit qu'une volonté inébranlable. Son corps a enduré ce que la plupart n'auraient sûrement pas supporté. Il a suivi un long chemin de rétablissement, des mois à l'hôpital, puis la rééducation, les psychologues, les physiothérapeutes. Les médecins disent que physiquement, il s'est rétabli, mais les cicatrices, celles qui ne sont pas visibles, resteront. Après sa sortie, il a refusé la publicité. Son nom et son lieu de résidence actuel sont tenus secrets. On dit qu'il vit à la campagne, loin de l'attention, entouré de personnes en qui il a confiance. Il ne donne pas d'interview, n'apparaît pas devant les caméras. En substance, il a disparu de la sphère publique, comme s'il avait décidé d'effacer la partie de sa vie liée à Merrill. Et personne ne le juge pour cela. Parfois, le désir de silence est la seule forme de survie. Les enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire disent que cet homme restera à jamais pour eux un symbole de résilience. Il n'a pas seulement survécu, il a regagné son droit à la vie, pas à travers la douleur et le silence. Son histoire est un rappel que même après la période la plus sombre, on peut s'en sortir. Et l'endroit où tout cela s'est produit n'existe plus. Ce même terrain à l'extérieur de la ville, avec la remise en béton recouverte de fils rouillés, a été démoli.
La décision a été prise presque immédiatement après le procès. Non pas pour l'apparence, simplement parce qu'on ne peut pas laisser sur Terre les traces de telles histoires. Tout ce qui s'y trouvait a été détruit jusqu'aux fondations. Il ne reste qu'un terrain vague. Le terrain a été vendu, et maintenant à cet endroit se trouve un champ envahi par l'herbe. Au printemps, il fleurit, et si l'on ignore ce qui s'y est passé autrefois, rien ne trahit le passé. Ainsi, la trace matérielle a disparu. Seule l'archive subsiste. Quelques boîtes avec le dossier, des papiers reliés, des photographies, des rapports d'experts. Tout cela se trouve maintenant dans la chambre forte du tribunal de la ville, sur l'étagère avec le code D47, là où sont conservées les affaires qui ont été clôturées. Parfois, un étudiant en droit demande la permission de consulter ces documents, comme un exemple d'enquête qui est devenu une référence. Et chaque fois, en ouvrant le dossier, il voit là asseoir la première page avec une courte inscription. Affaire classée. Justice rendue. C'est ainsi que se termine l'histoire. Le temps efface les traces, mais n'efface pas la mémoire. Pour les enquêteurs, ce fut un cas qui a changé la perception de la cruauté humaine et de la force de volonté. Pour les procureurs, une victoire de la loi. Pour la victime, une vie à laquelle il a réussi à redonner un sens. Et peut-être que c'est là l'essence de telles histoires, non pas dans la tragédie, mais dans le fait qu'après elle, la vie continue malgré tout.